En Libye, des tirs ont visé jeudi l'aéroport de Mitiga, le seul fonctionnel de la capitale libyenne. Une personne a été tuée selon le gouvernement d'union nationale. Il en a imputé la responsabilité aux forces du maréchal Khalifa Haftar. Le président nigérian suspendu mercredi soir, Okoye Obono Obla, de ses fonctions. Le responsable du comité chargé de recouvrir les biens spoliés de l'État est accusé de corruption et d'avoir falsifié ses diplômes. En République démocratique du Congo, la fièvre hémorragique à virus Ebola a tué 1905 personnes en une année, d'après les chiffres publiés jeudi par les autorités sanitaires congolaises. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le président nigérian a suspendu mercredi soir Okoye Obono Obla de ses fonctions. Le responsable du comité chargé de recouvrir les biens spoliés de l'État est accusé de corruption et d'avoir falsifié ses diplômes. Reportage. Okoye Obono Obla a été suspendu avec effet immédiat par Muhammadu Buhari, et ce, dans l'attente des résultats de l'enquête menée par la commission gouvernementale chargée des affaires de corruption, l'ICPC. Responsable du comité chargé de recouvrir les biens spoliés de l'État, il fait face à une série d'accusations dont la falsification de dossiers et des indélicatesses financières, selon une lettre qui lui a été adressée par le gouvernement. L'homme est notamment soupçonné d'avoir utilisé à son bénéfice des fonds saisis dans le cadre de ses fonctions. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi soupçonné d'avoir falsifié son dossier d'entrée à l'université. Okoye Obono Obla proclame son innocence, assurant qu'il est victime d'une cabale montée par des personnes poursuivies par ses services. L'enquête qui le vise constitue un test pour Buhari, réélu en février pour un second mandat. Rappelons au passage que l'ancien général s'est engagé à lutter contre la corruption endémique au Nigeria, mais ses détracteurs l'accusent d'avoir surtout visé des opposants au cours de son premier mandat. Le Nigeria, première puissance pétrolière du continent, est placé au 148e rang des pays les plus corrompus au monde par Transparency International. La corruption y est un cancer, selon les propres mots de Buhari. Au Cameroun, l'opposition a à sa tête le Social Democratic Front, parti leader de l'opposition parlementaire, menace de boycotter les premières élections régionales du pays, mais aussi les législatives et les municipales. C'est la principale résolution prise à l'issue du comité exécutif national du parti, réuni le week-end dernier à Douala. Reportage, Narcisse Oum, notre correspondant dans la région. Les membres du comité exécutif national du Social Democratic Front SDF, le principal parti de l'opposition du Cameroun, se sont réunis ce week-end à Douala sous la présidence de son leader national Ninjon Frondi. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets d'actualité ont été à l'ordre du jour, entre autres des propositions sur la problématique d'une rentrée scolaire effective en septembre prochain. Il faut savoir que les établissements scolaires ont été occupés, la plupart ont été occupés et transformé en base militaire aujourd'hui. Il est donc question que l'armée libère ces établissements scolaires-là pour que les enfants puissent aller à l'école. Sur le plan purement politique, le parti a réitéré sa position antérieure avec en toile de fond le boycott. Non, si toutes les questions, toutes ces exigences ne sont pas satisfaites, le SDF se réserve le droit de ne pas prendre part aux prochaines consultations électorales au Cameroun, notamment les élections municipales et les élections législatives. Voilà la position qui a été prise. Et nous sommes prêts à aller plus loin. Et le NEC l'a martelé de manière claire, à savoir que nos parlementaires issus des deux chambres, du Sénat et de l'Assemblée nationale, risqueraient de ne pas prendre part à la session de novembre, la session budgétaire, pour protester contre le refus du gouvernement d'ouvrir un dialogue sur la crise anglophone. Au terme des travaux, le Social Democratic Front a demandé aux sénateurs, députés et conseillers municipaux de RDPC issus des régions en crise de cesser d'instrumentaliser le problème anglophone à des fins égoïstes et politiciennes. Au Kenya, l'archipel de Lamu, situé au nord-est du pays, est connu pour ses longues plages préservées, des eaux riches en coraux et une faune marine riche de 5 espèces de tortues menacées. Mais aujourd'hui, ce coin du paradis est menacé par un projet de centrale à charbon. Reportage. Thabit et Ali sortent tous les jours en mer pour pêcher. Issus de familles de pêcheurs depuis des générations, les fonds marins sont leur gagne-pain.
Mais ce jour-là, l'inquiétude se lit sur les visages. Leur archipel risque d'être défiguré par un projet de centrale à charbon. Le désastre qui va découler de la centrale à charbon aura un impact jusqu'à Nairobi. Donc vous pouvez imaginer pour les gens de Lamu, beaucoup de personnes pensent qu'il y aura des problèmes de santé comme le cancer. L'archipel de Lamu, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est connu pour son architecture swahili, ses belles plages et ses mangroves. Ses habitants craignent que la centrale à charbon ne perturbe l'écosystème. Ils craignent aussi une diminution de la fréquentation touristique. La région se remet à peine de l'enlèvement d'une Anglaise et du meurtre de son mari en 2011. Les touristes n'aiment pas ces projets. Ils ne viendront plus à Lamu comme avant. Et cela va nous ramener des années en arrière. La centrale à charbon fait partie d'un projet de développement beaucoup plus important qui prévoit la construction d'un port, d'axes routiers et d'un oléoduc destiné à développer le nord-est du pays. Mais ses opposants ont remporté une première victoire. Le tribunal national de l'environnement a ordonné fin juin l'arrêt de ce projet controversé. Nous sommes très heureux en fait. Nous ne pensions pas que ça arriverait. Nous avons vu que le gouvernement est très juste. Nous sommes très heureux. Un appel est toutefois possible, et même en cas de victoire des opposants au projet, le gouvernement kényan peut passer outre, comme il l'a déjà fait dans le passé. En République démocratique du Congo, la fièvre hémorragique à virus Ebola a tué 1905 personnes en une année. D'après les chiffres publiés jeudi par les autorités sanitaires congolaises, 844 patients ont été déjà déclarés guéris de cette maladie. Reportage. L'épidémie d'Ebola déclarée le 1er août 2018 est jusqu'à présent contenue dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo et marginalement dans celle de l'Ituri. 2 cas ont néanmoins été enregistrés dans l'Ouganda voisin. Depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de 2842, dont 2748 confirmés et 94 probables. Au total, il y a eu 1905 décès et 844 personnes guéries, suivant le ministère de la Santé dans son bulletin sur la situation de l'épidémie daté de mercredi. 2 traitements sont actuellement admis, le MAB114 et le REI-EB3. Ce sont ces 2 molécules qui seront dorénavant utilisées parce que efficaces d'après les résultats obtenus jusqu'à présent. Ces arguments ont été donnés mardi par le professeur Jean-Jacques Muyembe, coordonnateur de la lutte contre Ebola en RDC. Les autorités sanitaires américaines qui ont cofinancé une étude sur le traitement d'Ebola ont indiqué lundi que ces 2 médicaments ont augmenté significativement le taux de survie de patients dans le cadre d'un essai clinique en RDC qui a doublé. D'après les experts, parmi les quelques 500 personnes dont les données ont été analysées, la mortalité est tombée à 29% avec l'un et à 34% avec l'autre. Tandis que pour les personnes ne prenant aucun traitement, le taux de mortalité est compris entre 60 et 67%. Les efforts de la riposte sont régulièrement perturbés par l'insécurité dans une zone infestée par de nombreux groupes armés, mais aussi par des résistances communautaires. Toujours en République démocratique du Congo, 1900 civils ont été tués en 2 ans dans la région troublée du Kivu, dans l'est du pays. Il s'agit de chiffres annoncés par un rapport publié mercredi par l'ONG Human Rights Watch, le groupe d'études sur le Congo. Des précisions à travers ces images. Plus de 130 groupes armés se battent pour d'innombrables raisons dans les provinces du Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, faisant de cette région l'un des endroits les plus violents au monde. Selon un rapport publié mercredi par l'ONG Human Rights Watch et le groupe d'études sur le Congo, ces groupes armés ont tué 1900 civils et enlevé plus de 3300 personnes entre juin 2017 et juin 2019. Au cours des 2 dernières années, l'épicentre de la violence est le territoire de Béni, où presque un tiers de tous les meurtres de civils ont été enregistrés, principalement à cause des combats entre les forces de sécurité congolaises et des milices ougandais musulmans des forces démocratiques alliées, ADF. Le rapport note par ailleurs que, contrairement à une opinion largement répandue, il n'y a pas de corrélation systématique entre les violences et les zones minières. Seulement 20% des incidents violents se produisent dans un rayon de 20 km d'une mine. Bien que certaines violences soient directement associées aux efforts de contrôle des zones minières, les groupes armés tirent des revenus de nombreuses sources, notamment
la production du charbon de bois, le braconnage, les enlèvements et la taxation de tout type de marchandises et de trafic. L'Est de la RDC en proie à l'insécurité, le cauchemar dure depuis 25 ans. Des tirs ont visé jeudi l'aéroport de Mitiga, le seul fonctionnel de la capitale libyenne. Une personne a été tuée selon le gouvernement d'union nationale. Il en impute la responsabilité aux forces du maréchal Khalifa Haftar. Les vols au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Mitiga en Libye ont été suspendus comme la semaine dernière à la suite d'une attaque similaire. Alors que le gouvernement d'union nationale indexe les forces du maréchal Haftar, ces dernières ont pour leur part affirmé avoir lancé une attaque contre un autre aéroport dans l'ouest du pays et abritant selon elles des drones turcs. Les tirs qui se sont abattus sur l'aéroport de Mitiga ont causé la mort d'un gardien et blessé plusieurs agents de sécurité chargés de la protection de l'aéroport. Situé à quelques kilomètres à l'est de Tripoli, Mitiga est le seul aéroport fonctionnel de la capitale libyenne depuis la fermeture en 2014 de l'aéroport international de Tripoli, gravement endommagé par des combats. Il est fréquemment visé par des tirs des forces du maréchal Haftar qui accusent le gouvernement d'union nationale d'utiliser cet aéroport à des fins militaires en y entreposant notamment des drones en provenance de la Turquie, alliée du gouvernement d'union nationale. Le maréchal Khalifa Haftar a lancé le 4 avril une offensive pour conquérir Tripoli. Après plus de 4 mois d'affrontements meurtriers, ces forces, freinées par celles qui sont loyales au gouvernement d'union nationale, n'ont guère avancé, restant aux abords de la capitale. Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, les combats aux abords de Tripoli ont fait 1093 morts et 5752 blessés depuis le 4 avril, ainsi que plus de 120 000 déplacés. Au moins 14 personnes ont été tuées jeudi dans l'est de la Birmanie. C'était dans des combats entre l'armée et des factions rebelles. Des factions rebelles s'en sont prises pour la première fois à une école militaire birmane. En tout, 5 attaques ont été perpétrées par des guérillas ethniques jeudi à Pyongyang, une ville touristique près de Mandalay qui abrite plusieurs casernes. L'école militaire a été notamment visée par des tirs de roquettes. L'armée a alors riposté. Les corps de 7 soldats et de 4 policiers ont été dénombrés à un poste de police ciblé par les attaquants. Tandis que, sur un site plus loin, 2 soldats et un civil ont été tués et les combats se poursuivaient jeudi soir, d'après le porte-parole de l'armée birmane. L'armée de libération nationale Taung, un des plus importants groupes rebelles dans le nord-est du pays, a revendiqué ces actions, indiquant qu'elles avaient été perpétrées en représailles à des opérations militaires. Les attaques ont été commises en coordination avec d'autres guérillas, l'armée de l'Alliance démocratique nationale de Myanmar et l'armée d'Arakan. Les forces armées birmanes ont mené en juillet d'importants raids contre des laboratoires de drogue en État Shan, une région voisine, qui ont permis la saisie de centaines de kilos de méthamphétamine. Cette zone est devenue un des plus gros producteurs au monde de cette drogue de synthèse. L'argent de la drogue alimente les conflits que se livrent depuis des décennies, d'une part, l'armée et les guérillas, et d'autre part, les groupes rebelles entre eux. Voilà qui referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie du programme Jessica. À très bientôt.